qui a permis que nous puissions nous retrouver en ce lieu pour cette rencontre d'échange. Je remercie Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa vision managériale pour le développement de notre pays dans son ensemble. Je remercie Son Excellence le gouvernement de la ville pour la politique qu'il conduit, devant permettre à ce que Kinshasa soit une ville moderne et développée. Je remercie le chargé de mission à la DGFK pour les mots, pour sa introduction en un peu plus clair, tendant à ce que nous puissions prendre conscience du rôle que la DGFK est appelée à jouer dans le développement de notre ville, la ville de Kinshasa. Cette rencontre, je l'ai voulu. C'est moi qui ai pris l'initiative de cette rencontre. Je l'ai voulu une rencontre d'échange entre un père et sa fille aînée. Je veux prendre cette image-là. Un père et sa fille aînée. Le père, c'est moi qui suis actuellement ministre des Finances. Donc, autorité hiérarchique de la DGFK, mais aussi géniteur de la DGFK pour ceux qui ne le savent pas. Et entre sa fille aînée, parce que la DGFK est non seulement, comme je l'ai dit, sous notre autorité hiérarchique, mais aussi elle est née d'une aspiration que nous avons eue en son temps. Et aujourd'hui, la DGFK a 18 ans. La DGFK a atteint l'âge de la maturité, l'âge de la majorité. Je voudrais, avant d'avancer, replacer un peu le contexte qui avait prévalu et qui a été à l'origine de la création de la DGFK. La DGFK, comme je l'ai dit, est née d'une aspiration, aussi bien à partir d'une analyse textuelle, mais aussi factuelle. Textuelle, parce que nous sommes partis de l'analyse des textes de la Constitution. La Constitution qui consacre l'autonomie financière des provinces. La Constitution qui a dévolu aux provinces des compétences exclusives en matière des finances publiques, en
matière de création, de mise en place des services publics, des établissements et des entreprises publiques à caractère, à vocation provinciale. Et la Constitution qui a aussi dévolu aux provinces des impôts et des taxes. Et donc c'est de la combinaison de ces dispositions, compétences exclusives pour créer un service public, compétences exclusives pour collecter un impôt, une taxe provinciale, de cette combinaison, nous avons pensé que la province était en droit de se doter d'une régie, d'un service pour pouvoir collecter ses impôts. Nous sommes également partis de ce que j'ai dit, une analyse factuelle, c'est-à-dire que les provinces, la ville de Kinshasa, n'avait pas assez de ressources, assez de moyens pour réaliser sa politique. La ville dépendait en grande partie des recettes de ce qu'on appelait à l'époque des recettes rétrocédées du gouvernement central, qui étaient collectées par la DGI, principalement pour ce qui est des impôts. Et de la DGA pour ce qui est des taxes. Et ainsi que certaines taxes étaient gérées par les divisions urbaines. Mais à l'époque, le budget, en termes de recettes propres de la ville, tournait autour de 250 à 500 000 dollars américains le mois. Nous nous sommes dit, la ville ne peut pas être tributaire de la mobilisation de recettes par le pouvoir, le service du pouvoir central. Et quand nous avons commencé, rien qu'avec ce que nous appelions à l'époque le comité de pilotage, les recettes ont été boostées, le niveau a été propulsé jusqu'à près de 2 millions, 2,5 millions et ainsi de suite, et nous montions. Des sacrifices ont été consentis pour la création de cette DGACA. Des combats ont été menés contre la DGACA. Certains le savent, qui est avec nous, qui étaient dans la ville, d'autres peut-être l'ont appris. Et pour que la DGACA puisse sortir, comme on dit, des terres, il avait fallu que nous utilisions une approche qui, entre guillemets, était illégale. L'approche, c'était de créer la DGACA par voie dédiée de l'Assemblée provinciale. Or, la création d'un service public relève du domaine réglementaire. Ça devait être fait par arrêté du gouverneur. Mais à l'époque, les attaques étaient telles qu'on
on ne voulait pas de la DGK. Non seulement dans le chef de certains politiques, qui sont allés jusque à porter plainte, à initier une action devant le Conseil d'État pour que la DGK, pour qu'on annule l'acte de création de la DGK. Combat également du côté des régies financières nationales. En ce moment-là, je sortais de la DGI pour travailler au gouvernement commercial. Et la DGI, j'ai eu, moi, excusez-moi de personnaliser un tout petit peu, et c'est important pour que les gens sachent ce que nous avons enduré pour que la DGK soit ce qu'elle est aujourd'hui. Même les collègues de la DGI avaient fait de moi leur bête noire parce que nous avons arraché une mission, une compétence de la DGI notamment. Et nous avons tenu bon. Parce que nous croyons en ce projet. C'était un rêve pour nous. Mettre en place une administration. Et nous voulions à l'époque que ce soit une administration élitiste. Le personnel a été recruté sur concours. 10% provenait de la division humaine des finances, une partie de certains gouvernements commerciaux, je peux dire les députés, ainsi de suite. 80% étaient constitués des agents recrutés sur concours, organisés par le CANICET, avec le père de quoi. Ceux qui peut-être l'ont connu parce qu'il est mort, savent le niveau d'intégrité et de probité morale de ce prêtre jésuite qui a organisé ce test et qui n'a subi aucune influence de qui que ce soit pour donner le résultat. Et ce personnel a été envoyé en formation à l'École nationale des finances. C'est pour dire que le souci, l'objectif, c'était d'en faire une administration élitiste. Et les conditions salariales étaient optimales. Je ne vais pas revenir sur ça. Ça, c'est le contexte de la DGK. Et nous avons fait en sorte que la DGK ait ce taux de rétrocession de 35% pour le recette fiscale et 28% pour le recette non fiscale. Ce taux n'a pas été fixé hier. Ce taux a été fixé à l'époque, à l'origine de la création de la DGK. Et le nivellement devait se faire de manière automatique au profit de la DGK. C'était une première.
jamais les régies ne pouvaient bénéficier d'une rétrocession automatique. Jamais. Même à ce jour, la DGI, la DGRAD, la DGDA ne bénéficient pas d'une rétrocession automatique. Au point que ces régimes enregistrent des retards. Parce que lorsque la recette est perçue à travers le compte transitoire du receveur, la recette tombe d'abord, va jusqu'au compte général du Trésor. Et c'est le ministre des Finances qui instruit, après conciliation, pour qu'il y ait rétrocession au profit des différentes régies. C'est ça qui explique toutefois, et même, peut-être pour le moment, le personnel accuse le retard. Peut-être on est au mois de mars, on a payé la rétrocession du mois de janvier, ainsi de suite. Mais au moins, à la ville, la DGRK a sa rétrocession de manière automatique. C'est une première également que les provinces disposent d'une administration fiscale. Vous ne pouvez pas faire du droit comparé. Il peut y avoir peut-être un, deux, quelques pays, peut-être. Mais la plupart des pays perçoivent les impôts, les taxes, au travers d'une administration qui est nationale. La France, qui est le pays le plus décentralisé au monde. En France, c'est la Direction générale des finances publiques, la DGI française, qui perçoit les impôts locaux. C'est au niveau national. Et une rétrocession est faite au profit des municipalités. Même en Belgique, un pays fédéral, et ainsi de suite. Nous avons fait quelque chose d'innovant en mettant en place une administration provinciale, financière. Mais ce fait que nous entendons, ci et là, à travers les audios, à travers les déclarations qui sont faites par certains agents, qui disent que le ministre veut tuer la DGRK. Le ministre veut étouffer la DGRK. Le ministre veut asphyxier la DGRK. On va en parler. On va à cœur ouvert. Comment le ministre qui a consenti tous ces sacrifices, nous avons passé des nuits blanches pour créer cette DGRK. Des gens sont morts, peut-être certains ne le savent pas, ils sont partis à descendre pour rédiger des textes au retour sur la route du Congo central. Il y a eu un accident, les gens sont morts pour qu'il y ait cette DGRK. Comment nous qui avons mis en place tout ce mécanisme de rétrocession automatique qui n'existe nulle part,
qui avons donné les 35% à la DGACA, comment on peut s'imaginer un jour que nous cherchons à tuer l'enfant que nous avons conçu? Je ne peux pas me l'imaginer. Et cela nous meurtrit de plus que quand cela vient des agents de la DGACA, du personnel de la DGACA, qui bénéficient quand même de cette sueur que nous avons versée, qui vont jusque à vilipender, qui vont jusque à insulter, qui vont jusqu'à injurier, à menacer. Alors que nous sommes dans une administration. Nous avons travaillé dans une administration. Je suis un fonctionnaire, mais je ne peux pas concevoir que je puisse insulter ma hiérarchie. Fonctionnaire, agent public, qui est des choses qui par le code de conduite, par la déontologie,